Bonsoir à vous tous et bienvenue sur le Grand 8. Cette semaine qui va être dominée par une réflexion et aussi une réflexion politique sur ce que tout l'abbé Pierre a apporté à la société française. Valérie Trierweiler, bonsoir. Bonsoir Dominique. Marine Le Pen, bonsoir. 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 Marine Le Pen, comme beaucoup de ceux qui vous ont précédé et qui vous suivront, nous vous recevons ce soir sur le Grand 8 dans la perspective d'une élection présidentielle où beaucoup vous ont imaginé pendant quelques mois, avant que Jean-Marie Le Pen réaffirme qu'il serait une nouvelle fois candidat. Mais vous êtes sa directrice stratégique de campagne, vice-présidente du Front National, et vous êtes sans doute la mieux placée pour répondre à toutes les questions qui se posent sur ce que sera demain le Front National et qui va sans doute se jouer pour une bonne part lors de cette élection présidentielle. Le Front National a-t-il changé ? Est-il vrai que vous voudriez le voir transformé de force contestataire en parti de gouvernement ? Comment comptez-vous exister encore plus face à d'autres candidats qui, cette fois, font mine de vous ignorer? Nous vous invitons à un moment charnière, puisqu'il y a 10 jours, Nicolas Sarkozy a exposé son projet lors du congrès d'investiture de l'UMP et que Ségolène Royal exposera le sien le 11 février. Mais naturellement, l'événement qui domine cette semaine, c'est la disparition de l'abbé Pierre. Il y a plusieurs façons de saluer la disparition d'une grande figure. Et quand cette grande figure vous a interpellé, vous a contesté, pourquoi ne pas le reconnaître ? Alors Marine Le Pen, est-ce que ce soir, vous reconnaissez que l'abbé Pierre a été, en de nombreuses occasions, pour le Front National, un redoutable adversaire ? Oh, non, on ne peut pas dire ça, parce qu'en l'occurrence, il n'y a jamais eu de débat avec l'abbé Pierre. La seule fois, je crois, où il a vu Jean-Marie Le Pen, il lui a dit « ferme ta gueule », ce qui est quand même... il dit qu'il l'a dit 2 fois. Une manière... Ah bah 2 fois, vous voyez, donc, non, mais il y a eu ce qui est une choses. manière quand même assez réductrice d'envisager le débat. Le problème n'est pas là, d'ailleurs. Le problème, c'est de voir, si vous voulez, entre 1954 et la situation de la pauvreté en France, et aujourd'hui, que tout s'est aggravé et que donc notre pays, qui aurait dû aller évidemment vers plus de prospérité pour son peuple, eh bien en réalité a vu le nombre de ces pauvres augmenter de manière aujourd'hui extrêmement inquiétante, puisque entre 7 et 12 millions de travailleurs, de gens qui ont un travail, aujourd'hui sont ce qu'on appelle des travailleurs pauvres. Marine Le Pen, avant d'entrer dans le vif du sujet sur le logement et la pauvreté en France, quelles sont les valeurs que vous partagez avec l'abbé Pierre ? Écoutez, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, mais à partir du moment où il était un homme de Dieu, c'est déjà des valeurs qui sont celles de la République française, premièrement, et puis celles de la fraternité, de la solidarité, de la charité, de l'empathie à l'égard de la souffrance humaine. Celles-là, je crois, nous les partageons sans aucun doute. En même temps, il défendait l'homosexualité, l'adoption des enfants par un couple homosexuel. Il n'était pas opposé. Il n'était pas opposé non plus au mariage des prêtres. Est-ce que tout ça vous choque ? Pas celle-là. Non, rien ne me choque. Vous savez, moi, je ne suis pas particulièrement prude. Par conséquent, je crois que l'abbé Pierre il y avait l'homme de Dieu d'un côté, et puis il y avait le politique de l'autre. Politiquement, il allait à l'encontre, à la limite, des demandes de sa propre Église. Bon, après, chacun peut avoir son opinion sur ces sujets. Nous sommes contre le mariage des homosexuels. Nous sommes contre, là, c'est l'avis de la catholique, hein, le mariage des prêtres. Bon. Mais encore une fois, chacun a ses opinions. Mais ce ne sont pas des valeurs, ça. Marine Le Pen, politiquement... C'est important le terme. Avez dit sur les Marine Le Pen, être pour le mariage homosexuel ou contre le mariage homosexuel, ça n'est pas une valeur. Les valeurs, c'est la liberté, c'est la responsabilité, c'est la fraternité, c'est la solidarité. Ça, ce sont des valeurs. La laïcité, ça, ce sont des valeurs. Mais être pour ou contre le mariage homosexuel, c'est pas une valeur. C'est un choix politique. Marine Le Pen, pour les valeurs, l'abbé Pierre contestait violemment le Front National. Oui, j'ai retrouvé ce qu'avait dit l'abbé Pierre à la veille du second tour des dernières élections présidentielles. Il avait adressé une lettre aux Français où il leur disait ceci: surtout
ne vous laissez pas duper. Ma génération a trop souffert pour se taire et se tromper à l'heure présente. Je me sentirais bien coupable si je ne vous lançais pas ce qu'il appelait un cri tragique pour ne pas voter pour Jean-Marie Le Pen. Oui, mais on ne sait pas pourquoi. Comment ? Il ne dit pas pourquoi. Ah ben, il contestait totalement vos valeurs, les valeurs du Front National. Il disait, Le Pen dit la France aux Français, moi je dis la terre aux terriens, par exemple. Mais oui, mais c'est bien le problème. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Monsieur l'abbé Pierre était un homme d'église, par conséquent, qu'il ait une vision de la fraternité qui soit une vision mondialiste, à la limite, à l'égard de l'ensemble des humains, c'est normal. La responsabilité d'un politique, et notamment d'un homme politique français, c'est de défendre avant tout le peuple français. Nous n'avions pas les mêmes objectifs. Par conséquent... Vous n'aviez pas les mêmes valeurs que lui. Il n'avait pas les mêmes valeurs que vous, il le disait. Mais quelles valeurs ? Mais il s'en est jamais expliqué. Quelles valeurs avait-il en Vous le disiez notamment la fraternité. Est-ce qu'on fait une différence quand on veut aider un pauvre, que ce soit un pauvre français ou un pauvre d'origine étrangère ? Prenons l'exemple de la soupe au cochon qui a été servie par des proches du Front National. Est-ce qu'on sert une soupe en disant non, voyez, elle n'est pas pour vous, celle-là ? Mais madame, la liberté, c'est une valeur que vous partagez ? Mais est-ce que la fraternité est d'abord avant la liberté ? Alors écoutez, est-ce que le fait de faire une œuvre humanitaire quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, non subventionnée par l'État, est-ce qu'on a le droit de le faire selon la forme que l'on veut ou est-ce qu'on n'a pas le droit ? Parce que l'État impose des principes à la fraternité, lorsque les associations sont subventionnées par l'État, je peux le comprendre, mais qu'elles mettent des limites, si vous voulez, à une action humanitaire, quelle qu'elle soit d'ailleurs, au nom de quel principe ? Ça, par exemple, je ne le comprends pas. Maintenant, encore une fois, dire on va aider les pauvres, c'est une très belle intention. Mais est-ce que c'est faisable ? Parce que c'est bien gentil, si vous voulez, de faire de la générosité à l'égard du monde entier. Mais est-ce possible ? Or, le rôle du politique, c'est de dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire de déterminer quelles sont les priorités. C'est toujours difficile, madame. Concrètement, comment comment faites-vous quand les Don Quichotte distribuent des tentes ? Est-ce que vous dites ah non, pas vous, pas de tente, vous restez dehors ? Non, comment faites-vous ? Les Don Quichotte font ce qu'ils veulent. C'est une organisation humanitaire. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis dans le cadre d'une élection présidentielle où se présente Jean-Marie Le Pen, qui, je l'espère, va être président de la République, qui donc va avoir des décisions à prendre pour redonner à la France une sécurité, une prospérité. Toutes les sécurités d'ailleurs, qu'elles soient sociales, qu'elles soient physiques. Bon, or, pour cela, il faut quand même faire des choix politiques. Vous comprenez ? Et nous disons qu'effectivement, notre principe est celui de la préférence nationale. Bon, on y vient plus vite que nous l'avions prévu. Non, mais soyons concrets, restons sur les combats de l'abbé Pierre. Il y a une loi qui va être votée et qu'on va appeler évidemment la loi de l'abbé Pierre, parce qu'elle va instituer une des choses pour lesquelles il s'est battu toute sa vie, le droit au logement opposable. Oui. Et qui va la financer, monsieur ? C'est la question que vous posez ou vous êtes... Non, parce que moi, je peux vous dire, demain, monsieur, je vais vous offrir une Jaguar. Mais il faut la financer. Qui va financer le droit au logement opposable ? Parce qu'il y a ce qu'on aimerait. Alors moi, je vais vous dire ce que j'aimerais. J'aimerais qu'il y ait la paix sur la terre. On se croirait à l'élection de Miss France. J'aimerais que tout le monde soit heureux. J'aimerais que tout le monde puisse fonder une famille dans la sécurité, que tout le monde puisse se balader dans la rue sans être attaqué, qu'il n'y ait plus d'enfants pauvres, qu'il n'y ait plus de malnutrition, que le monde entier puisse être alphabétisé. Il y a un droit à être soigné, il y a un droit pour l'enfant à aller à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas un droit au logement ? Monsieur, ça c'est ce que j'espère. Le problème, c'est ce qui est possible. Or, dans un pays qui a été appauvri, pas par moi, pas par le Front National, pas par les décisions prises par Jean-Marie Le Pen, par l'UMP et par le PS, qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans. Dans un pays appauvri, qui n'a plus de croissance, qui a 5 millions de chômeurs, qui a 12 millions de travailleurs pauvres... Ça, c'est pas le droit au logement opposable, Marine Le Pen. Le droit au logement opposable, c'est le droit pour quelqu'un qui n'a pas de logement de demander des comptes et de se retourner vers l'État ou la commune. Vers l'État ou la commune. Mais qui va payer, monsieur ? Parce qu'encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Qui va payer ? Il y a bien quelqu'un qui va payer. Qui ? Les contribuables. C'est notamment les contribuables vont payer pour qu'il y ait davantage de logements sociaux. Monsieur, les contribuables sont absolument étranglés fiscalement.
Vous allez demander aux 12 millions de travailleurs pauvres de financer le droit au logement opposable. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes? Il y a le droit de réquisition, par exemple. Excellent, très bon, un bon principe soviétique. Le droit de réquisition, qui va à l'encontre d'un des principes les plus fondamentaux d'ailleurs imposé par la Révolution, qui est le droit de propriété. Alors qu'est-ce que vous faites? Quand un logement n'est pas occupé depuis des années, on peut légitimer le droit de réquisition. Très bien, monsieur. Eh bien, vous n'aurez plus personne qui investira dans l'immobilier en France. Moyennant quoi, vous allez aggraver la crise du logement, parce qu'il y aura une pénurie de logements, parce que les gens n'investiront plus dans le logement. Marine Le Pen, qu'est-ce que vous proposez, vous? Vous voyez qu'il y a des effets pervers aux politiques. On peut vous poser la question pour continuer? Laissez-moi terminer, parce que c'est important, parce que c'est toute la politique qui est comme ça. Oui, mais là, on voit. Vous vous rendez compte à quel point votre discours est différent et à l'antinomie de tout ce qu'a dit l'abbé Pierre. Vous voyez toute sa vie. Mais oui, mais parce que lui, il tenait pas les cordons de la bourse, donc il s'en fiche. Il disait, bon, bah voilà, il faudrait que... Je vous rappelle qu'il a été député, l'abbé Pierre. Il faudrait que... Mais il ne dit pas comment financer ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour le logement? Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous le dire. L'effet pervers, c'est celui-là. C'est qu'à un moment donné, on donne des objectifs, mais on passe par des solutions qui aggravent la situation. Alors ce qu'il faut, c'est évidemment pousser à l'investissement dans l'immobilier. D'abord, il faut que les gens puissent investir dans l'immobilier pour qu'il y ait un parc immobilier qui soit déjà plus large, parce que c'est la pénurie de logements privés aussi qui crée la demande de logement social. Il faut évidemment, écoutez-moi, il faut évidemment relancer la croissance et l'emploi, parce qu'à partir du moment où les gens auront de l'emploi, ils auront plus de facilité à aller vers le logement privé que au logement social, dont vous voyez bien que pour l'instant il est bloqué. Il faut mettre en place la préférence nationale au logement, parce que moi je crois qu'il faut que les Français aient une priorité d'accès au logement social. Au nom de quoi vous refusez un logement à un immigré qui est en situation régulière, qui paye des impôts? Au nom de quoi? Et monsieur, au nom de quoi la communauté nationale prendrait en charge cet immigré? Soit il vient et il subvient à ses propres besoins, parce que c'est ça la difficulté. Au nom du fait qu'il y a 5 millions de chômeurs dans mon pays. Voyez, au nom du fait qu'il y a 5 millions de mes compatriotes qui sont au chômage. Au nom du fait que je considère qu'effectivement un Français doit pouvoir avoir des privilèges dans son propre pays. Eh bien, moi, je pense que faire une différence de droit entre quelqu'un qui a la nationalité française et quelqu'un qui ne l'a pas, c'est en même temps juste et moral. Et c'est d'ailleurs prévu dans la Constitution, puisqu'il y a des droits politiques qui sont refusés aux étrangers et qui, évidemment, bénéficient aux Français. Donc, pour vous, la préférence nationale n'est pas anticonstitutionnelle? Ah non, attention. Comment vous faites pour appliquer la préférence nationale sur tous les sujets? Qui va d'ailleurs amuser, à mon avis, vos téléspectateurs. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est dans la Constitution, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Et du citoyen. Ah, vous l'avez oublié volontairement, probablement. Parce que le citoyen, eh bien, c'est celui, justement, qui a la nationalité française. Eh bien, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a prévu qu'il existe des droits différents entre ceux qui sont citoyens et ceux qui ne le sont pas. Quant à la préférence nationale, ce qui va amuser, je le disais tout à l'heure, vos téléspectateurs, la préférence nationale, c'est une loi qui a été introduite par M. Salengro, socialiste, en 1932 et abolie en 1982. Alors vous voyez que c'est pas une idéologie d'extrême droite. Voilà. C'était une loi socialiste. Ah, bah là, je suis sûr que tout de suite, elle va avoir plus de succès. Marine Le Pen, vous avez dit encore ce week-end qu'il n'était pas question pour vous, par exemple, de contester à ceux qui sont devenus français, en vertu de lois que vous contestez, qui sont devenus français. J'ai pas dit l'inverse, là. Bon, l'immigré qui arrive, qui a un titre de séjour, qui est en situation régulière, qui paie des impôts, qui a un emploi, au nom de quoi, tout d'un coup, comment vous pouvez lui appliquer ce concept de préférence nationale? Tout d'un coup, parce qu'il n'est pas français. Mais tout d'un coup, vous lui dites non, allez, on a ici les étrangers dehors, ils viennent dans un pays où on l'accueille, ils respectent. Monsieur, j'ai dit que la préférence nationale, c'est quoi? C'est à compétence égale la priorité donnée à un national d'obtenir l'accès à l'emploi en priorité sur l'étranger. C'est ce qui se passe en Suisse, personne ne les traite de fascistes jusqu'à nouvel ordre. Hein. C'est ce qui en réalité se déroule aussi en Allemagne. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, si l'étranger est plus compétent que le français, eh bien, il obtiendra l'emploi. Mais à compétence égale, le français aura une priorité d'accès. Vous taxez le chef d'entreprise qui emploie un étranger.
par exemple. Non, c'est une question. Mais non, mais il y a une loi, mais permettez-moi de vous dire que je pense que beaucoup de chefs d'entreprise aimeraient pouvoir le faire. Mais ils n'ont pas le droit, parce qu'aujourd'hui, la préférence nationale est interdite. Mais, encore une fois, elle a été introduite en 1932, elle a été interdite en 1982, elle peut parfaitement, si le peuple français le veut, parce que je vous rappelle quand même qu'on est en démocratie, si le peuple français le veut, elle peut très bien être réhabilitée demain. Et je ne vois pas en quoi c'est immoral, cette proposition. Au contraire, alors vous me direz pourquoi vous faites une différence de traitement entre le français et l'étranger. Parce que moi je considère que le français, celui qui a la nationalité française, est en quelque sorte, et même le dernier des SDF, voyez-vous, français, devrait avoir effectivement plus de droits que celui qui vient sur le territoire français. Alors, aussi sympathique soit-il. À quel droit vous l'appliquez, la préférence nationale, Marine Le Pen? À quel droit vous appliquez la préférence nationale? Vous la déclinez jusqu'où? À l'accès au logement social, à l'accès à l'emploi et à l'accès à un certain nombre d'aides sociales, comme l'allocation aux parents isolés, par exemple, ou comme le revenu minimum d'insertion. Donc finalement, toutes les aides sociales, toutes les prestations sociales. Madame, écoutez, les étrangers qui viennent dans notre pays viennent pour travailler. Et pour souvent occuper des emplois que les Français ne veulent pas occuper. On va y revenir. S'il n'y a pas de travail, il faut leur dire restez sur le territoire alors qu'il n'y a pas de travail et que nous avons déjà des centaines de milliers d'étrangers en situation légale qui sont au chômage. Mais c'est un appel malhonnête que l'on lance là, à l'ensemble du monde. Parce que comment ça finit? Eh bien, ça finit dans les cul-de-sac des banlieues, où on entasse cette immigration. Ça finit dans les hôtels qui crament au milieu de l'été. C'est comme ça que ça finit? Ben moi, je trouve ça malhonnête. Quant aux Français qui ne veulent pas remplir des emplois, pourquoi ils ne veulent pas les remplir? Ils ne veulent pas les remplir parce qu'ils sont difficiles et que cette difficulté n'est pas payée. C'est-à-dire qu'ils sont mal payés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la solution, c'est d'aller faire ses courses sur le marché du tiers-monde? Oui, ça, c'est ce que vous dites, c'est une forme d'esclavage moderne. Je dis c'est une forme d'esclavage moderne. Ceux qui prennent ces emplois, s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils ne ressentent pas ça. Ils ne ressentent pas... Ah, mais monsieur, c'est ignoble ce que vous dites. Je vous dis, je trouve ça affreux. Parce qu'évidemment, si vous allez chercher un Malien qui gagne 300 € par mois dans son pays, il sera super content de travailler pour 800 € dans le nôtre. Non, il faut veiller à ce que les salaires, il y a des lois sociales, il y a le SMIC, il faut veiller à ce que les lois soient respectées. Mais monsieur, vous voyez bien que vous allez écraser les salaires. Parce que si le SMIC, qui est le salaire minimum, devient, à force d'aller chercher une immigration, un salaire maximum... Comment ça, c'est pas le cas? Enfin, vous avez l'air Écoutez, monsieur, quand un informaticien indien, grâce à l'immigration choisie de monsieur Sarkozy, sera payé 1200 € par mois, l'ouvrier français, d'après vous, il sera payé combien? On manque d'informaticiens. On dit qu'on va manquer d'informaticiens en France. Est-ce qu'il faut, alors qu'il y a des informaticiens... il faut former. Voilà, c'est ça le rôle de l'État. C'est d'adapter la formation au marché du travail. Il va y avoir un temps de latence. On manque d'informaticiens. On dit aux étudiants, faites de l'informatique. Alors, je vais vous ça donner ne les intéresse pas. Bon. Je vais vous donner un exemple. C'est pas mal payé. Regardez, les médecins. L'État a mis un numerus clausus. Il a dit, on ne veut pas plus de médecins que ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent devenir médecins français et qui ne peuvent pas. Et puis après, on dit, c'est dommage, on n'a pas assez de médecins. Alors on va aller les chercher dans les pays du tiers-monde. Enfin, en attendant, on relève le numerus clausus. Et ils viennent, et ils sont payés 2 fois moins cher que les médecins français. Eh bien ça, c'est une phase de l'ultralibéralisme que nous refusons. Ça, nous trouvons ça absolument scandaleux. Et en plus, politiquement, extrêmement néfaste, et pour notre peuple, et pour notre économie. Immigration zéro, en fait. Hein. Vous voulez vous voulez personne... mais c'est pas vrai. Le langage que vous tenez en ce moment, c'est ça. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut un moratoire sur l'immigration. Ce que je dis aujourd'hui... C'est la même chose. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'immigrés en situation légale qui n'ont pas de travail dans notre pays. Que par conséquent, aller en chercher d'autres, ou continuer... Mais personne ne va en chercher d'autres. Ah bon, monsieur, excusez-moi, mais pour l'instant, c'est ce qui se passe. On nous a dit l'immigration choisie, donc on va chercher d'autres immigrés. On les laisse entrer et on les laisse espérer. On les laisse espérer. Pour les clandestins qui seront régularisés, ils ont raison d'espérer, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et pour ceux qui sont régularisés, qu'ils obtiendront la nationalité française quasiment
automatiquement, au bout d'un moment, parce qu'ils auront un enfant sur le territoire, qui lui-même sera à vocation éventuellement à devenir français, et donc les parents sont inexpulsables. Donc on crée des situations qui sont malhonnêtes, et à l'égard, encore une fois, de nos compatriotes, et à l'égard de l'immigration. Mais il y a un pendant à notre politique d'immigration honnête, c'est le co-développement. Parce que nous sommes absolument persuadés que si nous ne mettons pas en place une grande politique de co-développement avec les pays dont sont originaires ces immigrés, eh bien jamais nous arriverons à fixer les populations dans leur pays d'origine. Il faut qu'ils se développent économiquement. Or, c'est pas en allant chercher leurs ingénieurs et leurs médecins qu'ils arriveront demain à créer et à développer une économie qui permettra à leur peuple de vivre. Donc c'est doublement néfaste comme politique. Marine Le Pen, comment Jean-Marie Le Pen a pu dimanche se lamenter que les femmes françaises fassent de moins en moins d'enfants, alors qu'au contraire, on vient d'apprendre par l'INSEE qu'une femme française avait en moyenne 2 enfants. C'est un record. C'est un record par rapport à notre propre situation, notre propre histoire en France. C'est un record en Europe. Oui, enfin, c'est un record qui ne permet toujours pas le renouvellement des générations, en l'occurrence. Non, c'est un record. Et il dit... il dit rien, il lit les chiffres. Il lit les chiffres et il dit qu'un quart sont en réalité des naissances étrangères. Non, c'est totalement faux. Voilà. Je peux vous dire qu'il y a eu 830 000 naissances en 2006. Il y en a eu 92% de femmes françaises. Mais écoutez, nous sommes pour une grande politique nataliste. Bon, une grande politique nataliste. Voilà. Nous considérons, mais c'est pas d'ailleurs, c'est économiquement, ce sont les équilibres économiques qui le veulent. Revenons sur le chiffre annoncé par Jean-Marie Le Pen qui n'est pas exact. On l'a vérifié auprès des démographes. Le taux de fécondité, Jean-Marie Le Pen dit, le taux de fécondité des femmes étrangères en France est astronomique. Le taux de fécondité des femmes françaises est beaucoup plus bas que celui qu'on annonce. Il n'a sûrement pas dit ça. Alors j'ai du mal à vous répondre parce que je n'ai pas pu entendre son intervention. Mais il n'a sûrement pas dit que c'était astronomique. Il a probablement dit qu'il était supérieur à celui des femmes françaises. Non, mais le taux de fécondité des femmes françaises est à quelque chose près celui que l'INSEE a annoncé, c'est-à-dire 2 enfants par femme. Vous croyez au chiffre de l'INSEE, vous ? Ah ben, il faut quand même se référer. Pourquoi vous n'y croyez pas, vous ? Ah non, monsieur. Ah, c'est embêtant parce qu'à partir du moment où on ne discute pas avec je ne crois pas au chiffre de l'INSEE. Et je ne crois pas non plus aux chiffres donnés de la population française, voyez-vous. Marine Le Pen, juste je voudrais quand même voir quelque chose avec vous, Marine Le Pen. Ne me regardez pas comme ça n'a rien d'extraordinaire. Est-ce que vous trouvez ça étonnant qu'on vous mente ? Oui, mais voilà, ça c'est vous dites, on ment aux Français, on ne dit pas la vérité aux Français. Il y a pas non, mais là-dessus, il y a ces organismes-là, ils n'ont aucune raison de mentir. Mais c'est vrai, d'ailleurs, c'est eux qui nous ont dit que l'euro n'avait absolument pas fait augmenter les prix. Avant de changer le sujet, Marine Le Pen. Ah non, parce que s'ils mentent sur quelque chose, oui ou non, est-ce que les prix ont augmenté à la suite de l'euro ? Vous n'allez pas passer de l'euro au nombre d'enfants. Ah bon, parce que le nombre d'enfants, c'est pas contestable. Le chiffre de l'immigration, c'est pas contestable. Mais en revanche, le fait que le passage à l'euro ait augmenté les prix et qu'on nous dise le contraire, ça, on peut le contester. Marine Le Pen, je voudrais venir sur une chose. Jean-Marie Le Pen, dans ce discours que j'ai là, que j'ai d'ailleurs pris sur le site du Front National, parle, lui, de Français de souche, de Françaises de souche, quand il parle des enfants. Vous n'utilisez pas ce mot-là. Vous ne faites pas de différence. Est-ce que c'est là une grande différence entre lui et vous ? Non, parce que lui, il fait... Dans son discours, il a parlé d'enfants mais lui, français de souche. Oui, mais parce qu'il fait une analyse, et il est dans son rôle. Il fait une analyse en disant qu'il y a 10 millions d'étrangers qui sont entrés dans notre pays dans les 30 dernières années. Bon. Mais par l'intermédiaire des lois rendant automatique l'acquisition de la nationalité française, eh bien, il y a toute une série de ces gens sont devenus français. Mais vous ne la faites pas, cette différence. Non, mais d'accord, mais le problème vous dites, moi, je ne fais pas de différence. Quelqu'un qui est la nationalité française. Écoutez-moi, lui, il dit... Est-ce que vous dites, moi, c'est moi, et lui, c'est lui. Là-dessus. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Lui, il dit, on cherche à régler le problème de la natalité par un... Il n'y a pas de problème de la natalité en France. Ne dites pas qu'il n'y a pas de problème de la natalité. On est incapable de régler le problème des retraites. D'après vous, c'est lié à quoi ? C'est aussi lié à la natalité, bien évidemment.
Bah oui, parce que moins on fait d'enfants et plus notre système de retraite par répartition. En l'occurrence, on en fait de plus en plus, Marine Le Pen. Bien entendu. Bon, en l'occurrence, on en fait de plus en plus. Les chiffres ont augmenté. Mais on n'en fait pas assez. Et lui, il dit, on a fait appel à l'immigration pour venir régler notre problème de la natalité, alors que nous aurions dû mettre en place, et nous devons mettre en place, une grande politique nataliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une politique d'aide aux familles. Ça veut dire qu'une Française sur deux, madame, une Française sur deux... Il a décliné ses propositions dimanche dernier. Une Française sur deux avoue vouloir un enfant supplémentaire et ne pas pouvoir le faire. Une sur deux. Alors, il propose donc il ne peut pas pour des raisons économiques. Il propose notamment un salaire pour la mère ou le père, précise-t-il. Un salaire parental, oui. Un salaire parental. Comment vous le financez et à quelle hauteur serait ce salaire? Mais madame, on va le financer avec l'ensemble des propositions économiques qui seront celles de son programme. Et notamment avec un certain nombre d'économies, bien entendu. Mais nous allons le financer aussi en relançant la croissance. Mais est-ce que vous avez quand même une petite idée de combien ça coûterait? En relançant l'emploi. Mais vous savez, il y a déjà il faudrait déjà que vous nous disiez combien il serait ce salaire parental. Un espèce de mini salaire parental qui ne veut pas dire son nom, qui est l'aide le congé de l'ex-allocation parentale d'éducation. Voilà. Donc il s'agirait de donner un véritable salaire, mais surtout de lier à ce salaire. C'est quoi un véritable salaire? C'est le SMIC, quand même. Il faut le savoir. D'accord. Oui, et de lier à ce salaire un statut. C'est-à-dire une retraite. Bon, alors ça aussi, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte de l'argent. Oui, mais là, vous faites des propositions, il y a des priorités. Elles ne sont pas financées, on ne connaît pas le coût. Mais vous allez le savoir, madame, parce qu'on va sortir notre programme législatif. Il y a 8 femmes sur 10 qui sont sur le marché du travail. Le 24 février. Bon, par conséquent, vous l'aurez, le financement de notre programme. Mais je ne vois pas ce qui vous apparaît comme étonnant dans cette proposition du salaire parental. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui n'ont pas le choix. Elle vous posait la question du financement, Valérie Tréher-Veller. Elle vous posait la question du financement. Oui. Avec la dette, voilà, tout d'un coup, on distribue. Ah oui, mais alors c'est marrant parce que les autres, ils font 40 milliards de dépenses, 60 milliards de dépenses. Quand on a les autres, tout à l'heure, vous me disiez le logement, qui va les financer? Puis là, pour le salaire parental, écoutez, vous avez l'argent. L'économie, monsieur, vous savez, c'est pas un salami. Voilà, on ne coupe pas des petites tranches de salami comme ça et on voit la petite tranche de salami. C'est pas comme ça l'économie. L'économie, c'est un processus vivant dans lequel l'ensemble des mesures que vous mettez en place a vocation à redresser économiquement le pays. C'est-à-dire à relancer la croissance, à recréer l'emploi et par définition à dégager des recettes fiscales supplémentaires. Voilà. C'est ça l'économie. Bon, c'est pas un espèce de truc qu'on coupe en saucisson en disant comment vous allez le financer. C'est une vision comptable, ça, de l'économie. Nous disons qu'il faut mettre en place ce salaire parental parce que beaucoup de femmes n'ont plus le choix de ne pas travailler. Il y a beaucoup de femmes qui auraient envie de ne pas travailler, mais qui sont obligées de travailler parce qu'aujourd'hui, un seul salaire, ça n'arrive plus à faire vivre une famille dans beaucoup et beaucoup de cas. Et que nous disons qu'à celles-là, il faut leur redonner le choix, la liberté. On s'est beaucoup battu pour la liberté de la femme au travail. Lui donner la liberté de travailler. Eh bien, aujourd'hui, battons-nous pour lui donner la liberté de ne pas le faire si elle désire s'occuper pendant un certain temps de l'éducation de ses enfants. Mais elle, ou lui d'ailleurs, puisque vous aurez remarqué que ce salaire parental n'a pas vocation à être versé uniquement à la femme, c'est aussi un choix que peut faire en l'occurrence l'homme. Alors il y a une quatrième proposition qui, elle, ne coûterait rien, c'est l'adoption prénatale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste? L'enfant serait réservé avant d'être né? Oui, vous dites ça assez désagréablement, mais l'idée c'est de rassurer les mères qui auraient envie de donner la vie à leur enfant, les rassurer sur les gens qui l'adopteraient. Voilà, parce que faut bien dire qu'il y aura peut-être un contrôle à effectuer sur les systèmes d'adoption français, mais on ne peut pas dire que ces systèmes d'adoption soient efficaces. Bon. Or, beaucoup de femmes n'ont pas envie de laisser leur enfant à la DAS. Beaucoup de femmes craignent que si elles donnent naissance à un enfant, mais qu'elles n'entendent pas élever, cet enfant se retrouve dans des structures où il soit il soit malheureux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de donner dérive? La possibilité à un couple d'adopter, de faire une adoption prénatale, c'est-à-dire éventuellement de rencontrer la mère
et d'adopter l'enfant à naître, eh bien ce serait peut-être extrêmement rassurant. On reprend le risque de toutes les dérives, de réserver à un enfant, comme je disais, en versant de l'argent. Toutes les dérives sont possibles. Hein. Mais non, à partir du moment où c'est encadré par la loi, madame. À partir du moment où c'est encadré par la loi. Les méthodes d'adoption actuelles sont encadrées par la loi. Ah, évidemment, il y a toujours des dérives possibles. Il y a toujours des gens qui en vendent, comme ça s'est passé là il y a encore quelques jours, des bébés pour 5 000 €. Mais il n'en demeure pas moins qu'il nous apparaît que ce serait quelque chose susceptible de rassurer les femmes qui n'ont pas envie d'avorter, parce qu'il peut y en avoir aussi, qui ne se sentent pas économiquement la possibilité d'élever cet enfant, mais qui veulent quand même donner à leur enfant un avenir avec un couple qu'éventuellement ils connaîtraient. Je ne vois pas ce qu'il y a d'absolument scandaleux. On dit que vous vouliez que le Front National abandonne définitivement là, son combat contre l'avortement. Jean-Marie Le Pen vient de dire que lui, il souhaitait que ce soit le sujet du dernier référendum de son quinquennat et que ça soit écrit dans la Constitution. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez, mais là, nous avons toujours été d'accord sur ce sujet. Ce sur quoi je n'étais pas d'accord, c'est sur l'abrogation de la loi Veil de manière parlementaire, j'allais dire. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons qu'il y a 200 000 avortements en France par an. C'est-à-dire que le chiffre n'a pas baissé. Est-ce qu'on peut s'en féliciter ? Non. Personne ne s'en félicite. Enfin, je veux dire, même les plus féministes ne peuvent pas se féliciter que le nombre d'avortements n'ait pas baissé dans notre pays. Donc nous disons qu'il faut mettre en place une grande politique d'incitation. Une grande politique permettant, là encore, aux femmes d'avoir le choix de garder leur enfant. Parce que très souvent, c'est pas la jeune fille de 17 ans qui tombe enceinte de son premier enfant au premier rapport, etc. Très souvent, c'est le 3e ou le 4e enfant qu'on ne garde pas parce qu'économiquement, on ne peut pas le garder. Parce que les logements faits qu'on ne peut pas le garder. Eh bien, nous voulons redonner à ces femmes le choix de garder leur enfant. Donc, de faire une grande politique d'aide aux femmes, d'aide aux mères. Et puis, à l'issue des 5 ans de quinquennat de Jean-Marie Le Pen, nous verrons si cette grande politique d'incitation a réellement fait baisser le nombre des avortements. C'est ça la conciliation que vous avez trouvée avec votre père. Moi, je le crois. Et à l'issue, nous poserons la question par référendum. Monsieur, le peuple français s'exprimera sur ce sujet. On ne peut pas dire mieux. Il n'y a pas de plus belle garantie qui lui est donnée que de lui dire « Vous pourrez vous exprimer sur ce sujet ». Marine Le Pen, avec tout ce que vous venez de nous dire, là, depuis une demi-heure, est-ce que c'est vrai que vous voulez transformer le Front National en parti de gouvernement? Mais en quoi ça n'est pas un parti de gouvernement? C'est pas parce que ce ne sont pas vos opinions que ces solutions ne sont pas applicables. Jusqu'à présent, le Front National s'est plutôt présenté comme une force contestataire de tout le système. C'est une rupture, mais maintenant le terme est utilisé ailleurs. Oui, au Canada... Le problème, il est là. Non, mais je vais vous donner quelques exemples. La rupture, c'est plus vous, c'est tous les autres. Quelques exemples. La Pologne a mis en place une grande politique nataliste. Ça a très bien marché. Le Pays-Bas est en train de régler le problème de l'immigration, et ça marche. La Suisse applique la préférence nationale, et ça marche. Un certain nombre de pays, dont les États-Unis, protègent commercialement leurs frontières, et ça marche. Alors ce que nous proposons, c'est pas des choses qui sortent de la cuisse de Jupiter. Ce sont des solutions qui sont appliquées ailleurs, et qui sont performantes. Et puis il y a quelque chose qui devrait vous interloquer quand même. C'est que toutes ces politiques sont en rupture avec les politiques proposées par l'UMPS. C'est eux qui sont au pouvoir depuis 30 ans. L'UMPS, c'est la nouvelle formulation. C'est eux qui sont au pouvoir depuis 30 ans. Et c'est eux qui affichent aujourd'hui des résultats déplorables. C'est pas le Front National. Alors, on va parler des autres formations politiques, des autres candidats, mais il y a une règle dans cette émission, Marine Le Pen. En cours d'émission, on propose à notre invité, successivement, une photo, un chiffre, une petite phrase. La photo n'est pas surprenante parce que beaucoup dans l'actualité. Elle est à la une de l'actualité. Voilà. Nicolas Hulot, votre père avait dit dans son discours au Bourget que c'était un jeune homme sympathique. Oui. Ça ne vous a pas empêché de ne pas signer le pacte écologique, qu'il ne vous a d'ailleurs pas proposé. Comment vous analysez son retrait définitif du débat des présidentielles, comme candidat? C'est un jeune homme sympathique et je pense qu'il est sincère, mais il avait évidemment beaucoup à perdre à descendre dans l'arène politique. Et puis je pense qu'un certain nombre de candidats l'ont convaincu
qu'il ne fallait pas qu'il soit présent. Bon, quant à son pacte écologique, on ne signe pas un pacte, monsieur, parce que les gens sont sympas. Je veux dire, ça ne suffit pas. Donc vous êtes en désaccord avec ce qu'il propose? Nous sommes en désaccord sur la méthode. Parce que monsieur Nicolas Hulot, qui pose sûrement des bonnes questions, d'abord je vous rappelle que le premier livre que le Front National a édité en 1973, c'était sur l'écologie. Donc vous voyez que c'était à l'époque déjà quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Mais lui, il propose comme règlement d'un certain nombre de problèmes un impôt supplémentaire. La fiscalité écologique, ça vous n'y êtes pas favorable. Oui, mais nous disons qu'aujourd'hui, les Français ne peuvent plus supporter un impôt supplémentaire. Ça n'est pas possible. Et puis nous pensons qu'il y a d'autres solutions. Et notamment que l'État joue un rôle extrêmement hypocrite. Parce que vous voyez que la recherche en matière de carburant de substitution est totalement bloquée par l'État. Qu'aujourd'hui, les recherches se font dans les caves et se font dans les garages. Que la seule société qui a voulu commercialiser un carburant à base végétale en France s'est vue immédiatement appliquer la fiscalité sur la TIPP. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon moyen de financer la recherche pour l'État, ou est-ce que ça n'est pas un moyen pour l'État de bloquer la recherche, en général d'ailleurs, avec l'aide des lobbies pétroliers? Eh bien, commençons par libérer la recherche en matière de carburants de substitution, en matière de carburants végétaux, de ne pas taxer sur la TIPP, ce qui est quand même assez délirant, les sociétés qui veulent commercialiser des brevets. Et croyez-moi, nous trouverons, parce qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a toujours des idées. Bon, dans un livre qu'il publie cette semaine, Mes années Renault, le président de Renault, Louis Schweitzer, dit qu'il y a un problème qui l'angoisse, et il dit qui m'angoisse, c'est celui des gaz à effet de serre que dégage l'automobile. Et il dit on ne sait pas résoudre ce problème-là. Il va y avoir de plus en plus d'automobiles. Ça va asphyxier la planète. Ça ne vous angoisse pas, ce problème-là? Non, mais monsieur... Parce que là, vous avez l'air de dire qu'on va... Non, il n'y a pas de solution. Sinon monsieur, ne dites pas qu'il n'y a pas de solution. Non, il existe des solutions qui ne sont pas... Celles que propose Nicolas Hulot. Non, monsieur. Il existe des solutions. Il existe des carburants de substitution. Nous devons absolument obtenir à terme notre indépendance énergétique. Mais nous devons aussi, je vous rappelle, sauver notre agriculture. Est-ce qu'il n'y a pas là un moyen, par l'intermédiaire du développement de ces carburants de substitution, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'aller vers le règlement du problème? Mais est-ce que vous trouvez normal qu'un État qui se dit intéressé par le problème de l'effet de serre, est-ce que vous trouvez ça normal qu'encore une fois, la seule société qui commercialise un carburant de substitution soit taxée sur la TIPP? Allez, on va continuer à parler de fiscalité. Ce ne sera pas la première hypocrisie du gouvernement, mais bon. Le chiffre il est apparu aussi hier dans l'actualité, 8 75 euros. Ce sont les revenus de Johnny Hallyday pour l'année 2006. À sa place, vous seriez aussi parti en Suisse? Non, moi je ne serais pas parti en Suisse parce que moi je suis incapable de quitter mon pays. Bon, ça c'est comme ça. Mais vous le comprenez? Maintenant, oui, mais je le comprends. Il n'y a pas à le comprendre ou pas le comprendre. Il y a à faire un constat. Il y a des milliers de gens. C'est civique ou c'est pas civique? Vous dites c'est pas civique. Oui, non, mais d'accord, mais M. Johnny Hallyday, il s'en moque des leçons de civisme qu'on va lui donner, voyez-vous? Non, mais c'est une analyse, oublions Johnny Hallyday. C'est une icône nationale. Est-ce que c'est incivique, est-ce que vous dites c'est incivique de partir? Je ne l'aurais pas fait. Oui, voilà. Mais... Moi, je ne quitte pas mon pays, je ne quitte pas le bateau lorsqu'il tangue. Bon, mais voilà, c'est ainsi. Mais il est un symbole. Il est le symbole, quelque part, c'est pas inutile, d'ailleurs, que ce soit venu sur la place publique. Il est le symbole de ces milliers de gens, et notamment de chefs d'entreprise, qui s'en vont. Des milliers de jeunes diplômés français qui s'expatrient. Il y a plus de jeunes diplômés anglais qui partent de l'Angleterre que de jeunes diplômés français qui partent, Marine Le Pen. Je vous invite à regarder les chiffres. Non mais excusez-moi, mais madame... Donc, non mais d'accord, mais moi on s'éloigne je ne vais pas dire que je me moque de la situation de l'Angleterre, mais ça regarde les dirigeants anglais. Moi je suis une dirigeante française. Moi, je suis une dirigeante française et je vous ferai transmettre, si ça vous intéresse, l'ensemble des mails des expatriés et de ce qu'ils disent de la situation de la France aujourd'hui. Et vous saurez pourquoi ils sont partis, madame. Au Front National, vous êtes favorable au bouclier fiscal, vous voulez même l'inscrire dans la Constitution, c'est ça? Oui, nous sommes favorables. Au Front National, vous proposez que la tranche maximale d'impôt, vous allez me rectifier si je dis une erreur, soit à 20%. Monsieur, nous avons proposé un pacte fiscal qui mette sur les mêmes tranches de 0. Je dis bien 0, je répète 0 parce que sinon on va me dire 0, 10, 15 et 20. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les successions et 10, 15, 20
l'impôt sur les sociétés. Et avec ça, vous allez financer votre salaire parental, hein, c'est sûrement. Mais monsieur, vous avez une vision comptable de l'économie. Non. Mais il faut bien. Monsieur, mais non, madame. Non, madame, parce que... Alors, si on vous écoute... Parce que les réquisitions, tout ça... C'est quand même normal que quand on parle de chiffres, on ait une vision comptable. Mais monsieur, non, il faut avoir une vision dynamique de l'économie, parce que l'économie est un organisme vivant. Voilà. Si on vous écoute, il faut augmenter les impôts. Ben oui, puisqu'il y a des choses à financer. Donc augmentons les impôts. Mais le problème, c'est qu'à force d'augmenter les impôts, à partir du moment où vous n'avez plus de frontières, mais l'oiseau s'envole. L'oiseau s'envole, l'entreprise, elle s'envole, le chef d'entreprise, il s'envole, et s'envole avec eux les emplois qui devraient être créés dans notre pays. Et comme il n'y a plus d'emplois, il va y avoir en plus de chômeurs, et donc il va y avoir de plus en plus d'indemnisations, et donc il va falloir augmenter les impôts. Mais la portion des gens qui payent l'impôt se réduit. Vous voyez pas qu'on va à la catastrophe? Vous croyez pas qu'il y a une autre dynamique à mettre en place, qui serait une dynamique justement de croissance, une dynamique dans laquelle on attirerait les capitaux, on les localiserait en France, on redonnerait de l'oxygène aux entreprises pour créer de l'emploi, pour qu'on n'ait plus besoin d'indemniser l'ensemble des chômeurs, puisque les chômeurs auront du travail. Alors, vous ne croyez pas que c'est cette dynamique-là? Marine Le Pen, c'est exactement ce que vous disiez. Vous êtes pour que tout le monde ait du travail, que personne ne paye d'impôts, que tout le monde soit bien logé. C'est exactement ce que vous disiez au début. Je n'ai pas dit que j'étais pour que personne ne paye d'impôts. Moi, je vais vous dire la tranche supérieure de l'impôt 0, 10, 15, 20%. Oui, mais moi, je préférerais... Vous voyez, moi, ce que j'espère, c'est qu'un jour, l'ensemble des Français puissent payer la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. Parce que ça voudra dire qu'ils ont un travail. Ça voudra dire qu'ils vivent des fruits de leur travail, qu'ils se constituent un patrimoine et qu'ils peuvent le transmettre à leurs enfants. Il y aura quand même des gens qui auront des fortunes très différentes qui paieront tous 20%. Oui, monsieur, on n'est pas à l'Union soviétique. Johnny Hallyday, il paiera 20% comme l'informaticien. Mais Johnny Hallyday, monsieur, il ne paiera pas parce qu'il est parti. Alors voilà un bel exemple. Vous voulez le taxer plus? Il est déjà parti. Bon. Arrêtons ce jeu-là. Mais non, arrêtons pas ce jeu-là parce qu'il est fondamental. On a d'autres sujets à aborder. La phrase. D'ailleurs, cette phrase va vous permettre d'alimenter le débat et va nous le permettre aussi. C'est une phrase qu'a écrite Valéry Giscard d'Estaing hier dans ses nouvelles chroniques européennes des Échos. La France s'est auto-marginalisée en Europe. Et il ajoute qu'il ne s'agit pas seulement du vote au référendum, mais plutôt de la suite que le milieu politique lui a donnée. En clair, la France, Giscard dit, la France s'isole, n'est plus dans les pays qui comptent en Europe, elle se retire du jeu européen. Oui, mais Valéry Giscard d'Estaing est celui qui a rédigé la Constitution européenne qui a été rejetée par les Français. Par conséquent, on comprend qu'il en ait une certaine amertume. Bon. Et vous pensez qu'il faut rétablir les frontières au sein de l'Europe, donc vous n'êtes pas franchement européenne. Non, mais moi je suis alter-européenne. Voilà, je suis pour une autre Europe. Je pense qu'on peut mettre en place une Europe des nations libres et souveraines. Je pense que l'Europe a supprimé les frontières intérieures, c'est un peu sa finalité. Oui, mais attendez, a expliqué qu'elle mettrait en place des frontières extérieures. Or, elle a ouvert les frontières et l'ouverture absolue de ces frontières est en train de ruiner notre pays par l'intermédiaire du dumping social, notamment des pays asiatiques. Elle a été dans l'incapacité de protéger nos secteurs économiques et nos salariés de ce dumping. L'Europe a été dans l'incapacité de mettre des frontières efficaces aux flux migratoires et notamment aux flux migratoires. Justement parce qu'on ne lui a pas donné suffisamment de moyens. Des clandestins. Oui, ça c'est un peu trop facile. Ils n'ont pas la volonté de le faire, madame. Ils ont une volonté ultra-libérale. C'est-à-dire qu'ils sont par définition pour l'ouverture totale. Ils sont par définition pour la suppression de toute règle au commerce. C'est l'ultralibéralisme, c'est la liberté, mais c'est la liberté du lion dans la jungle. Voilà. Le problème, c'est que le peuple français, c'est la gazelle dans l'histoire. C'est la liberté du renard dans le poulailler. Voilà. Eh bien, nous sommes contre cela. Mais nous pensons que l'Europe peut vivre. Mais elle peut vivre, encore une fois, dans l'esprit d'être une collaboration de nations libres et souveraines qui auraient la maîtrise, notamment, de leurs frontières. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls
à râler, entre guillemets, contre l'Europe. Même Madame Ségolène Royal critique la BCE. C'est pour vous dire, quand même, comme la lepénisation des esprits est allée vite, en l'occurrence. Bon. Alors, puisque vous parlez de... Et puis, les Français ont voté. Les Français ont dit qu'ils ne voulaient pas de constitution européenne. Ça devrait vous suffire et nous suffire. Ils ont dit non. Oui, mais on peut leur demander de nouveau, leur proposer autre chose, les faire voter. On peut aussi changer de peuple quand ça ne nous plaît pas leur vote. Non. Bon, allez, on continue sur la présidentielle parce qu'on va pas faire... On va pas leur redemander Marine Le Pen, s'ils sont d'accord. Marine Le Pen, Ségolène Royal, comme Nicolas Sarkozy et aussi François Bayrou, ils disent tous les trois, qu'ils veulent changer la politique. Est-ce que là, ils ne vous volent pas tous les trois ce qui était finalement le fonds de commerce du Front National? Est-ce que c'est pas ça Ils veulent se changer eux-mêmes? Non, ils veulent changer la politique. Ils veulent changer la politique, la manière de la faire. Ils essayent de le montrer. Mais ils veulent changer eux-mêmes parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Ils ont été au pouvoir les uns après les autres successivement. Oui, enfin, ils n'étaient pas non plus aux premières loges du pouvoir. Parce que Ségolène Royal qui met en place la démocratie participative, ça n'avait pas été fait. Quand Nicolas Sarkozy dit « j'ai changé », qu'est-ce que vous répondez? Et c'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez fait cette analyse-là, mais son discours est très empreint d'américanisme. Vous voyez? J'ai changé, c'est Bush qui ça. J'ai changé. Non, je suis contre le communautarisme, c'est pas américain. J'étais alcoolique, je ne le suis plus. Mais comment est-ce qu'on peut dire je suis contre le communautarisme et défendre la discrimination positive? Il la défend peut-être plus, il a peut-être changé comment est-ce qu'on peut dire je suis contre le communautarisme et défendre les valeurs républicaines quand on dit qu'on est pour le financement public des mosquées? Il a arrêté de le dire aussi. Ah, alors, il y a une c'est parce qu'on est à 3 mois alors. Il y a une inflexion de son discours. Ah bon. Et donc il a abandonné aussi l'idée du droit de vote des immigrés ou pas? Il a pris en compte l'autre partie de l'UMP qui n'était pas favorable. Est-ce qu'il est encore pour le droit de vote des immigrés? Il ne s'est pas exprimé là-dessus. D'accord, donc c'est un homme en fait qui change d'avis comme de chemise. Vous pensez qu'on ne peut pas donner la nationalité française à quelqu'un qui ne possède pas la connaissance de la langue? Nicolas Sarkozy a dit dimanche, je n'accepte pas qu'on veuille s'installer en France sans se donner la peine de parler et d'écrire français. Oui, monsieur, mais ils disent la même chose que nous pour nous empêcher de le faire. Ah. Et ça date pas d'hier. Sur beaucoup de sujets, M. Pasqua nous a fait le même coup. Il tenait le même discours de Le Pen, qu'il allait terroriser les terroristes, etc. Et on a vu ce que ça a donné. Et pourquoi il faudrait vous croire, vous, et ne pas le croire lui, lorsqu'il dit sur cet aspect de la langue la même chose? Mais monsieur, si vous le croyez, vous êtes bien naïf, parce que je vous rappelle, ça fait 5 ans qu'il est ministre. Vous avez vu tout ça dans son programme? Donc c'est encore. Oui, je gouverne, mais vous inquiétez pas. Quand je serai élu demain, je ferai ça. Mais faites-le aujourd'hui. Il y a un Premier ministre et un président de la République au-dessus de lui. Mais faites-le aujourd'hui. Faites-le hier. Mon école, c'est celle où l'élève se lève. Madame, vous êtes en train de me dire qu'il tient compte de l'ensemble des idées de l'UMP. Donc il va faire du Chirac. Je ne suis pas sûre que Chirac soit majoritaire au sein de l'UMP aujourd'hui. Il fait du Chirac. Enfin, Madame me dit, non mais écoutez, moi j'essaye d'avoir une cohérence et une logique. Voilà. Madame me dit, il avait des idées, mais il est revenu sur ses idées en tenant compte de l'UMP. Donc il va faire du Chirac. Ça ne veut pas dire forcément du Chirac. Une question, vous êtes directrice stratégique de la campagne. Alors je n'ai pas compris pourquoi Jean-Marie Le Pen disait qu'il serait au second tour contre Ségolène Royal. Quel est l'intérêt de le dire, si ce n'est de mobiliser les électeurs de droite pour Sarkozy? Mais parce qu'il le pense. Mais je ne comprends pas. Oui, mais alors du coup, vous qui êtes la directrice stratégique... Parce qu'il le pense. Oui, mais... Parce que nous pensons que Jean-Marie Le Pen a la possibilité d'être au second tour contre Ségolène Royal. Et que quelque part, peut-être, nous l'espérons aussi un peu, parce que ça voudrait dire que les Français auraient le choix entre là, vraiment, deux politiques qui ne serait pas du tout la même. D'un côté, la justice française devenant la justice chinoise, les réquisitions de Mme Ségolène Royal, l'approximation et le socialisme. Vous pensez que face à Ségolène Royal, il n'y aurait pas le même réflexe qu'en 2002 contre Jean-Marie Le Pen? Je suis absolument persuadée qu'il n'y aurait pas du tout le même réflexe. Absolument persuadée. Parce que... Encore une fois, Madame Ségolène Royal représente dans l'esprit de beaucoup de Français le retour au socialisme le plus ringard et que elle a. Je vous ai entendu dire ça aussi, mais au contraire, parce qu'elle défend des positions du Parti socialiste qui n'avaient jamais été défendues jusqu'à maintenant. Genre la justice chinoise? Non, l'encadrement militaire pour les jeunes délinquants, c'était pas une idée prônée chez les socialistes jusqu'à maintenant. Ah oui, enfin c'est pas la meilleure idée qu'elle ait eue en l'occurrence. Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, pour vous c'est comme Jacques Chirac, Lionel Jospin?
Déjà, il y a une différence de génération qu'il n'y a pas au Front National. Hein. Non, mais déjà, c'est pas la même génération. Non, mais nous, on s'en moque, monsieur, parce qu'on a un candidat plus âgé, mais on a des idées neuves. Eux, ils ont des candidats jeunes, mais ils ont des idées vieilles. Alors, est-ce que vous dites c'est la même chose? C'est le même débat? Non, mais ce ne sera pas la même chose au second tour. C'est incontestablement, d'abord parce que les Français ne se laisseront pas avoir 2 fois. Je vous rappelle qu'ils ont été 82% à voter Chirac. Maintenant, ils sont 82% à vouloir qu'ils ne se représentent pas. C'est donc que quand même, il y a eu une déception, qu'il y a eu une prise de conscience. Bon, mais donc je pense que les réflexes du second tour ne seront pas les mêmes. Et puis je pense que la scandaleuse opération de matraquage médiatique et politique du second tour ne se renouvellera pas. Là encore, vous voulez que les signatures de parrainage soient cette fois anonymes. Monsieur, parce qu'ils n'étaient pas anonymes lors des précédentes élections présidentielles, vous les aviez obtenus. Mais monsieur, parce que c'est les maires qui le demandent. Ce sont les maires qui demandent cela. Et pourquoi ils le demandent aujourd'hui alors qu'ils ne le demandaient pas dans les précédentes élections? Mais ils les ont toujours demandés. Mais vous voyez bien qu'on est arrivé, je veux dire, au bout de la perversion du système des parrainages de maires. Puisque aujourd'hui, un candidat qui est arrivé au second tour de l'élection présidentielle en 2002 ne pourrait pas se représenter parce qu'il y a des maires qui sont inquiets, à juste titre ou pas, qui sont inquiets des pressions qui pourraient être effectuées. Aujourd'hui, combien de signatures, Marine Le Pen? Est-ce que c'est normal? Non, ça n'est pas normal. Même M. Sarkozy a dit qu'il serait tout à fait légitime que Jean-Marie Le Pen soit candidat. Et le Premier ministre également. Et le Premier ministre également. Et vous doutez de leur sincérité? Le problème, c'est qu'ils disent ça, mais ils ne changent pas le système dont tout le monde admet qu'il est inique. Il a servi aux précédentes élections, il ne vous a pas empêché de vous présenter. Non, mais monsieur, nous avons d'abord vu, nous sommes passés à ça de l'absence en 2002. À chaque fois, vous dites que vous passez à ça, mais vous passez, donc voilà. Oui, monsieur, mais est-ce que vous trouvez normal qu'on passe 6 mois à aller chercher les signatures de maires plutôt que d'aller sur les marchés pour parler aux Français, plutôt que de rencontrer nos compatriotes? Est-ce que c'est pas ça la politique? Plutôt que d'aller faire des milliers de kilomètres, comme les VRP, pour aller chercher des maires, une signature par une signature. Combien de signatures? C'est pas normal. Marine Le Pen, combien aujourd'hui? Il nous en manque. Il vous en manque combien? Il nous en manque probablement un peu plus de 80, et sans compter le fait que nous en voulons plus, parce que nous savons qu'au moment de la transformation en signature définitive, eh bien, nous en perdons souvent pour X raisons. En un mot, parce qu'on est à la fin de l'émission, sur quoi va se cristalliser, selon vous, cette campagne? On l'avait vu en 2002, c'était sur la sécurité. Quel sera le thème principal? Je crois que le thème économique et social est fondamental. Le thème de la mondialisation est c'est le grand choix que les Français ont à faire. Est-ce qu'on continue à accepter les conséquences de la mondialisation sans vouloir la réguler, ce qui est la proposition de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal, ou est-ce qu'on veut réguler les conséquences de la mondialisation, c'est-à-dire remettre en place des protections douanières pour protéger notre économie? Est-ce que la France, et c'est une question qui a 1500 ans, est-ce que la France doit être soumise ou est-ce qu'elle doit être souveraine? Soumise à tout d'ailleurs, l'Union européenne, les syndicats, la grande finance, ou souveraine? Voilà, c'est la grande question qui se posera demain aux Français. Et c'est le mot de la fin. Marine Le Pen, merci d'être venue sur Direct ce soir. Vous restez bien sûr sur notre antenne pour suivre comme chaque mardi Elisabeth Torchman qui reçoit ce soir Jean-Luc Lahaye. Dominique, la semaine prochaine, nous accueillons un représentant de l'UDF, Hervé Morin, président du groupe à l'Assemblée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Marine Le Pen, au revoir. Au revoir.